Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École nationale des ponts et chaussées. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Dor-Ossipian. Bonjour Catherine. Bonjour. Tu as terminé ta thèse en décembre dernier, c'est encore tout frais pour nous en parler aujourd'hui. Thèse que tu as réalisée entre le laboratoire Navier, ici à l'École nationale des ponts et chaussées, et au laboratoire de mécanique des solides de l'École polytechnique. Pour commencer, en quelques mots, explique-nous en quoi consistaient tes recherches. La thèse prend son contexte dans les solutions qui sont apportées pour le réchauffement climatique. Comme il y a beaucoup de CO2 qui est produit, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et une des solutions apportées, c'est de mettre ce CO2 sous forme géologique, donc le séquestrer, de le garder dans les roches. Et pour ça, les roches, elles doivent avoir du vide et donc une capacité pour stocker tout ce CO2. Et donc, les roches qui sont capables d'accepter du gaz sont les roches sédimentaires, par exemple les carbonates et les grès, qui sont des roches sédimentaires poreuses, donc qui se forment par sédimentation. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot sédimentation, s'il te plaît ? Ok, alors la sédimentation, c'est le dépôt de particules qui soient d'origine chimique ou d'origine biologique, des détritus par exemple des petites coquilles, des fossiles, des grains qui proviennent d'autres roches qui se déposent au fond de la mer et qui se solidifient avec le temps pour donner des roches. Et moi, je travaille sur les carbonates, donc qui sont un type de roche sédimentaire. Et par rapport au grès, le grès qui est composé uniquement de grains de silice, du quartz par exemple, les carbonates, c'est des grains de calcite. Ils sont formés soit par précipitation de calcite dans l'eau, donc d'origine chimique, ou alors ça vient justement des coraux, d'autres roches qui sont faites de calcite, de fossiles, des coquillages par exemple, ou des mollusques. Et tout ça, ça se dépose. Et le problème des roches comme les carbonates, c'est qu'ils sont formés dans des environnements qui sont très différents, ce qui fait qu'on ne retrouve jamais un carbonate pareil à tous les coins de la Terre. Donc, et la microstructure, qui est faite de grains et de pores, de ciment qui lie ces grains, elle va avoir un impact sur son comportement global. Donc le problème se pose si jamais on injecte quelque chose dans une roche qui est faite avec des grains qui sont complètement différents, on va jamais savoir comment ça va se déformer. Donc le but, c'est de savoir comment la roche, elle va réagir aux différentes sollicitations qu'on va faire, notamment en faisant changer la pression dans ces roches-là. Donc quand tu parles de comportement de roche, en fait c'est ça, c'est comment elle réagit à l'injection par exemple d'un gaz comme le CO2 Moi je veux plus me concentrer sur le comportement mécanique, donc que la partie où on fait changer la pression, parce que c'est la première chose qui va faire qu'une roche va pouvoir par exemple se briser ou complètement s'effondrer. C'est des changements qui peuvent avoir sur des temps assez courts, contrairement à la température qui peut avoir des effets sur le plus long terme. Et donc là on parle de roches qui sont à combien de kilomètres de profondeur ? En général, c'est des roches qui sont assez jeunes, donc on va les retrouver probablement pas plus de 2 km de profondeur. Et déjà, D'accord. C'est assez profond, il me semble. Très bien. Et donc, il n'existe pas d'autres études similaires actuellement sur ces roches-là ? Alors, il en existe beaucoup. Mon apport par rapport à ça, c'est la méthode expérimentale que j'ai apportée et la quantité de données aussi qui sont très complètes sur une roche à plusieurs échelles différentes. C'est une roche qui a déjà été beaucoup étudiée dans des études de monuments historiques et également en mécanique des roches, parce qu'elle est très poreuse. En fait, l'avantage de cette roche-là, c'est qu'elle est assez hétérogène et qu'elle présente des différentes microstructures à l'échelle centimétrique ou à l'échelle micrométrique. Et comme il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'échelle centimétrique, moi je me concentre sur l'échelle millimétrique, donc à une échelle plus petite, pour voir comment les comportements observés à l'échelle millimétrique font ce qu'on observe à l'échelle centimétrique. Donc on passe de la petite échelle aux grandes échelles pour après avoir une idée de comment est-ce que ça pourrait se comporter à des échelles du mètre ou du kilomètre. Donc tu le disais tout à l'heure, en fait c'est une thèse qui était 100% expérimentale, donc en laboratoire. À quoi ressemblait ton environnement de travail pendant cette thèse ?
Alors, ma thèse s'est largement reposée sur les résultats d'une campagne expérimentale qui a été faite au synchrotron, qui est un accélérateur de particules qui permet d'imager en 3D des images, comme lorsqu'on fait un scan médical. Mais cette fois-ci, on prend plein de scans et avec ça, on reconstitue la microstructure à l'intérieur de la roche. Et pour ça, il y a eu un très grand travail de préparation en amont qui a été fait au laboratoire Navier. Donc, beaucoup de compression d'échantillons de 8 mm de diamètre, le polissage, le séchage, pour la mesure du volume, de la porosité, pour avoir toutes les données caractéristiques de la roche pour pouvoir après exploiter ces données a posteriori. Et donc, c'est les échantillons qui ont été préparés au laboratoire Navier et observés au microscope au laboratoire de mécanique des solides ont ensuite été testés au synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay. Et l'idée, c'était de les tester in situ, ça veut dire compresser des échantillons dans différentes conditions de pression et regarder comment ces échantillons vont se déformer. Donc c'est à ça que ça sert de faire de l'imagerie 3D, c'est qu'on va regarder, on va prendre des photos 3D à différents instants d'un échantillon pour voir comment il va se déformer, et avec les conditions de pression qu'on a mises, ça va se déformer plus ou moins différemment. Et comment on applique cette pression sur un échantillon comme celui-ci ? C'est une machine qui s'appelle une presse triaxiale. Et triaxiale, il y a tri dedans. En fait, on applique d'abord un confinement qui va appliquer une pression radiale et axiale. Ça va simuler les effets d'une roche qui serait très profonde sous la terre. Et ensuite, on va en plus appliquer une pression axiale, donc verticale, sur l'échantillon pour simuler les effets de pression supplémentaires ou s'il y en a moins, par exemple. Et on peut aller jusqu'à des pressions de combien ? Parce que quand on est à peu près 2 km sous terre, la pression est beaucoup plus élevée. Alors, les pressions auxquelles je travaille sont quand même relativement faibles par rapport à ce qu'on peut faire sur des roches. Ça peut aller jusqu'à quelques mégapascals, donc c'est 10 fois plus grand que les bars, sachant qu'une atmosphère, c'est 1 bar. Donc c'est quand même assez grand, une centaine de bars. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 200 bars. Très bien. Mais je travaille en mégapascal. Très bien, merci. Et donc, dans ce synchrotron Soleil, qu'est-ce qui s'y est passé en fait ? Tu es resté longtemps pour faire tes expériences ou c'est des choses qui sont relativement rapides ? Alors, quand on donne un temps de faisceau, donc du temps pour faire les expériences, il faut l'utiliser à 100%. Donc, c'était 5 jours d'expérimentation. Et quand on dit c'est 5 jours et nuit, donc 24 heures sur 24. Il a fallu avoir une équipe de 8 personnes qui étaient qualifiées pour faire des expériences. Donc il a fallu que je forme des gens pour m'assister dans ces expériences-là. Et donc il y avait 4 personnes de 8 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin. Et moi, je faisais partie de l'équipe de nuit parce que c'est le moment le moins agréable. Donc de 3 heures du matin. Et je restais en général plus tard jusqu'à 8 heures, jusqu'à 16 heures pour voir comment ça se passait. Et donc on a pu tester 12 échantillons au total, donc 8 heures par échantillon. Et ça produit énormément d'images. Les images qui en sortent sont de très très bonne qualité. Et en général, avec la bonne qualité vient aussi le volume des images. Donc, en général, ce qu'on utilise sur un ordinateur, ça dépasse rarement quelques gigaoctets. Là, on est à 400 gigaoctets par image, avec 15 à 20 images par échantillon. Le synchrotron Soleil, ça ressemble à quoi ? Le synchrotron, ça a une forme à peu près circulaire. Donc le laboratoire, c'est tout le long du parcours des particules. Et le laboratoire, en fait, c'est une partie du faisceau. En fait, on fait dévier une partie des particules de manière tangente à ce cercle, et on utilise le faisceau qui en sort pour faire de l'imagerie. En fait, c'est un chemin optique de lentilles et d'appareils qui fait prendre au faisceau des caractéristiques dont on a besoin pour faire l'expérimentation. Et donc, au bout, il y a le laboratoire dans lequel on fait notre installation expérimentale. Et entre le faisceau et le détecteur qui va prendre les images, on installe la presse triaxiale. Et la salle où on fait les images est une autre salle qui est derrière la chambre d'expérimentation.
Et pendant que les images sont prises, il ne faut pas être dans la salle parce qu'un rayon de synchrotron, c'est très dangereux. Donc, à chaque fois qu'on arrête l'expérience pour lancer une image, il y a par exemple une série de 3 boutons à l'intérieur de la salle d'expérimentation sur lesquels il faut appuyer pour dire effectivement il n'y a personne dans la salle et donc il faut sortir. Toi que tu as eu ces images, qu'est-ce que tu en as fait ? Alors, comme l'idée c'est de voir comment se comportent les échantillons dans différentes conditions d'expérimentation, ces images-là ensuite sont comparées numériquement, une à une, pour voir comment elles se déforment à l'intérieur et de comparer les déformations avec la microstructure. Par exemple, rapporter ça à la porosité initiale, comment en fonction de la porosité initiale, chaque sous-volume de l'échantillon va se comporter. Et donc, c'est traité avec des algorithmes qui ont été développés par mes encadrants de thèse. Et ensuite, on obtient des fichiers de points. Et ces points-là sont traités, encore une fois, numériquement. Donc, il y a une partie expérimentale, mais il y a aussi une grosse partie de post-traitement des images qui a nécessité pas mal de connaissances en informatique. D'accord. Et ces traitements, est-ce qu'il a donné des résultats concluants au final ? C'est très très concluant. Sur un matériau aussi complexe que celui que j'ai étudié, on a réussi à trouver des réponses plutôt simples par rapport à ce à quoi on s'entendait, parce qu'une des critiques principales de ma thèse, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris un matériau aussi complexe. Et finalement, on a pu rapporter le comportement observé justement à la porosité initiale, donc dire que, aux échelles qu'on a étudiées, on peut rapporter le comportement observé à la porosité initiale, qui est quand même un paramètre très simpliste par rapport à tout ce qui est fait qu'on a un carbonate. Par exemple, la taille des grains, la quantité de ciment, les matériaux qui le composent. Et rapporter le comportement observé à juste un paramètre, bon, de manière simplifiée, hein, il y a aussi beaucoup de choses qui influent sur le comportement. Mais dire que la porosité est le facteur qui explique, j'ai pas les statistiques en tête, plus de la moitié du comportement observé, c'est quand même un très bon résultat. Si on revient par rapport à ce qu'on disait au tout début de ce podcast, pour par exemple la séquestration du CO2 dans ces roches, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir ces connaissances-là ? Bon, si on sait que le comportement à plusieurs échelles dépend majoritairement de la porosité, en fait, ça va pouvoir apporter des réponses dans la modélisation des formations géologiques à l'échelle du réservoir de CO2 et avoir des comportements de roches qui sont simplifiés par rapport à d'autres modèles qui nécessitent, par exemple, d'avoir des longueurs caractéristiques d'hétérogénéité qui font que le comportement va être différent d'un endroit à un autre et ça nécessite beaucoup de capacités de calcul. Donc là, c'est des comportements qui sont très simplifiés et qui peuvent apporter des pistes sur comment justement simplifier les modèles numériques qu'on utilise pour prévoir les comportements. En fait, le but final quand même de la thèse, c'est on donne une image de la microstructure du réservoir et en fonction des pressions qu'on va appliquer, on va être capable de dire, eh bien là, il va se passer telle chose, et il va se passer telle chose ensuite, avoir une idée de la chronologie des déformations qu'on va observer dans le réservoir. Merci. Comme tu disais, c'est une thèse à la fois expérimentale, beaucoup de temps dans le laboratoire. Il y a aussi beaucoup d'informatique puisqu'il y a eu du traitement d'images. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à travailler dans ce domaine-là ? Alors, j'ai fait 2 ans de prépa physique-chimie, suivi de 3 ans en école d'ingénieur. J'étais aux mines de Nancy et j'ai choisi les mines de Nancy pour sa formation de géo-ingénierie. Et en général, la géo-ingénierie, les gens partent en civil, donc tout ce qui est bâtiment, pont, puis génie minier. Et l'informatique, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de mon parcours. Et même, j'étais quelqu'un de très mauvais en programmation. Là, le fait de voir pourquoi je pourrais avoir besoin de l'informatique et de la programmation, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Tu t'es formée pendant ta thèse à l'informatique ? Oui, je me suis énormément formée pendant ma thèse. Et maintenant que la thèse est terminée, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour la suite ?
Oui, alors comme j'ai adoré l'expérimental et surtout l'expérimentation en synchrotron, je vais commencer un contrat de postdoc au synchrotron à Grenoble. Donc là, c'est plus général, c'est la science des matériaux. Il y aura d'autres matériaux que la roche, par exemple des batteries de voitures ou des fossiles ou d'autres roches sur d'autres expérimentations, d'autres laboratoires. Ça va vraiment toucher aux matériaux en général et comment ils se déforment. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces 3 années de thèse. Merci. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École nationale des ponts et chaussées ingenius.écoledesponts.fr.